d'être là. Ravi d'être là aussi pour parler d'un sujet que vous avez moins abordé pendant ces 2 jours de conférence, à savoir moins parler de SEO en tant que tel, mais un peu parler de l'environnement économique dans lequel on est, des différentes stratégies d'acquisition, et je pense des choses qui ont quand même beaucoup changé depuis ces 10 dernières années, et en particulier depuis la Covid, où on a une vraie succession de crises et on n'a pas fini, et comment ces successions de crises nous invitent tous en permanence à réfléchir la façon dont on fait de l'acquisition de clients, à la façon dont on met en œuvre des méthodos, que ce soit du SEO, que ce soit de l'inbound marketing, que ce soit du gros hacking. Je pense, et je pense que vous serez convaincus avec moi à la fin de cette petite heure, que les choses ont énormément changé et qu'il faut énormément s'adapter, être agile. Alors, c'est un mot à la mode et c'est tarte à la crème, le fait d'être agile, mais c'est une réalité depuis que les crises nous frappent avec la Covid et depuis ces dernières années. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. N'hésitez pas, et je l'ai dit à Arnaud, qu'il n'hésite pas à m'interrompre aussi s'il voit une question intéressante. Cette conférence est plutôt en mode keynote. L'idée, c'est pas nécessairement de vous donner des méthodes, des outils directement, mais c'est de vous faire prendre conscience des changements et de prendre conscience vraiment de ce besoin de traiter les stratégies d'acquisition et vos entreprises clientes au cas par cas pour bien les comprendre et bien comprendre les environnements dans lesquels elles sont. Voilà. Et petite question d'intro, comme ça vous me répondez dans le chat. Est-ce que vous avez senti des différences depuis les crises dans les stratégies SEO et acquisition que vous gérez, et au cas où nous dire en quelques mots quelles sont ces différences et quels sont ces changements. Voilà, j'attaque, je me présente. Alors, je me présente, il faut que je trouve le bouton on. Hop, le voilà, ça bouge. Je vous l'ai dit, je suis fondateur d'1 minute 30. 1 minute 30, je l'ai créé il y a une dizaine d'années. On était la première agence d'inbound marketing. Avant ça, moi, je suis ingénieur de formation, grandes écoles, et je suis entrepreneur avec plusieurs projets entrepreneuriaux depuis 2002, une marque de bijoux qui s'appelle Litchi. Alors, c'est pas le Litchi que vous connaissez sur l'argent, c'est un Litchi, litchi.com ou .fr, où c'est des bijoux. On a aussi fait un bar à jus de fruits avec Litchi. Et j'ai tenté 3 fois l'aventure SaaS, une fois en 2006 avec un éditeur de logiciels de podcast mobile, mais il y a un truc qui s'appelle l'iPhone qui est sorti et ça a un peu changé notre stratégie et ça n'a pas permis au produit de décoller. En 2010, j'en ai fait un sur le monitoring des énergies renouvelables et il y a eu le moratoire sur les énergies renouvelables, mais le produit existe toujours et tourne toujours et supervise des centrales photovoltaïques. Et cette année, j'ai essayé de faire un produit de Sales Enablement qui s'appelle SalesDeck, qui vit lui aussi toujours, mais qui n'a pas rencontré le succès. Mais ça m'a permis de rencontrer le revenu enablement et cette méthodologie dont je vais vous parler aussi en fin de cette conférence. Oui, tout à fait, Simon, il s'agit bien de litchi.fr. Donc voilà pour moi et pour mon parcours, entrepreneur, ingénieur, marketeur. Et j'arrive toujours pas à faire bouger ça comme ça. Je vais le faire comme ça, mais ça, j'ai trouvé. Voilà, je vous disais, 1 minute 30 à 10 ans, ça a été la première agence d'inbound marketing qui s'est fait connaître elle-même en faisant de l'inbound marketing. L'inbound marketing, vous savez ce que c'est. Ça consiste à devenir son propre média et convertir son audience en client. Moi, j'ai été dans les médias avant aussi, j'en ai pas parlé, et ça m'a séduit en 2012 parce que avec les blogs, avec les réseaux sociaux, on avait tous la possibilité de devenir média. On avait tous la possibilité de créer des audiences de niche. Aujourd'hui, SEMJ a réussi l'exploit de réunir sur ces 2 jours 4500 personnes et participant à cet événement SEO Square. Ils l'ont fait tout seul avec les partenaires. Un événement est un média et de facto, c'est vraiment de l'inbound marketing. Voilà. Et donc, je suis toujours pas sur le bon bouton. Et quand j'ai créé 1 minute 30 en 2012, l'inbound marketing existait à peine. On avait le mot-clé était peu utilisé. Maintenant, je pense que à peu près tout le monde dans la salle le connaît
où on a entendu parler, et c'est en partie devenu un synonyme de web marketing. Et c'est pour ça que je prends cette image d'un océan bleu. Vous le savez, en marketing, l'image de l'océan bleu, c'est un océan dans lequel il n'y a pas beaucoup de concurrence ou pas encore beaucoup de concurrence. Vous le verrez, pendant ces 10 années, les choses ont quand même beaucoup changé. Et effectivement, à cette époque, c'était vrai pour l'inbound, mais c'est vrai aussi pour les composantes de l'inbound, à savoir le référencement naturel, le community management, le marketing automation. On était dans un océan bleu. Et de facto, tout était super rentable, très facilement. Typiquement, quand je faisais un article de blog sur 1 minute 30, en quelques jours, cet article, le mot-clé que je cherchais à viser, devenait premier, ce qui fait qu'on a encore aujourd'hui 200 à 250 000 visiteurs par mois, parce qu'on a pris des positions très tôt avec un blog puissant, en faisant un article de blog par jour, en travaillant une newsletter par semaine, en mettant en place comme ça des mécaniques simples avec des contenus qui n'étaient pas toujours de qualité excellente, parce qu'on en produisait beaucoup, mais parce qu'on était les premiers, parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup de concurrence, ben on avait une rentabilité immédiate, on prenait des belles positions, et ça nous a permis vraiment de faire connaître l'agence pendant toutes ces années. Et cette mécanique un peu des recettes miracles liées au fait de l'océan bleu, du côté vierge en fait du digital, peu d'entreprises étaient encore présentes, peu d'entreprises faisaient du référencement naturel, peu d'entreprises étaient sur les réseaux sociaux, peu d'entreprises achetaient des mots-clés en référencement payant. Donc tout ça faisait que, faute de concurrence ou d'une concurrence encore relativement faible, avec peu d'efforts, mais en mettant les moyens, en étant systématique, en étant discipliné, on avait de très bons résultats et une rentabilité très forte. Et tout ça a commencé vraiment à changer en 2020. Et vous le savez, en 2020, vous l'avez tous vécu, on a eu la Covid, les confinements, et un environnement économique qui, depuis, n'arrête pas de changer, n'arrête pas d'évoluer, avec des crises de plus en plus régulières, successives, qui changent profondément la donne pour les entreprises. On a vécu le télétravail, ce qui est déjà un changement majeur dans toutes nos habitudes. Plutôt que d'être au bureau, de pouvoir contacter les gens à leur bureau, ils étaient chez eux. Il a fallu, pour des gens qui faisaient de la prospection, apprendre à appeler des 06 plutôt que des 01 ou 02 avec des assistantes. Plutôt que de passer les barrages de secrétaires, il fallait trouver les numéros. Réussir à ne pas déranger, à arriver au bon moment, c'est des vrais changements. Et c'est des vrais changements, je pense que le télétravail, et vous pouvez tous en témoigner, le télétravail, c'est un changement en profondeur dans les entreprises. Aujourd'hui, on est sorti des confinements, mais on est toujours dans le travail hybride. Et on voit que les entreprises ne s'y sont toujours pas adaptées, qu'il y a des vrais problèmes de recréer du lien dans l'entreprise. On a, et on va en parler plus tard, une pénurie de talents, des gens qui partent, on parle du quiet quitting, du grand dismiss. C'est quelque chose de majeur et qui est loin d'être terminé avec les confinements. Autre changement aussi, et ça c'est, je pense, le plus structurel, c'est qu'on a une fragmentation des entreprises. Et je vous explique un peu ce que j'entends par là, c'est que, on va dire, avant la Covid, les crises, le digital pouvait apporter à toutes les entreprises un peu les mêmes bénéfices. Quel que soit son secteur d'activité, faire du référencement naturel, être présent sur les réseaux sociaux, apporter des bénéfices parce qu'on prenait des premières positions, parce qu'on était visible et on se faisait connaître. Avec les crises, on a des environnements qui deviennent extrêmement différents et différenciés d'une entreprise à l'autre. Et je vais essayer d'apporter des exemples sur l'ensemble de ces différences et sur comment ce paysage s'est fragmenté avec des situations économiques très différentes d'une entreprise à l'autre. Alors, de façon
évidente. Cette première fragmentation a eu lieu pendant les confinements, où d'un côté, on avait les commerces essentiels, l'alimentaire, la pharmacie, tous ces commerces qui sont restés ouverts, qu'on a appelé aussi la première ligne, et pour lesquels on avait le droit de sortir pour aller faire nos courses pendant 1 heure avec notre petit formulaire. Et puis, on avait aussi les commerces non essentiels, le vêtement, le tourisme, tous les bureaux de cadre, etc. Et ça a créé, je vous parlais de fragmentation, c'est une première fragmentation très nette entre des entreprises qui ont pu rester ouvertes et des entreprises qui ont dû être fermées, pour certaines qui sont restées fermées très longtemps, comme la restauration et le tourisme, là où d'autres ont fait d'excellents chiffres, comme on parlait de l'alimentaire, les supermarchés, les pharmacies, les labos, qui ont, pendant cette période, vécu vraiment des situations très différentes. N'hésitez pas, encore une fois, à me poser des questions dans le chat ou à exprimer vos sentiments, vos réactions par rapport à ce que je vous partage. Donc, il y avait aussi, on l'a évoqué, des perdants. Et ces perdants ont duré pendant longtemps, enfin pendant toute la période, le tourisme et l'événementiel ont été à l'arrêt. L'énergie aussi, nous on avait Engie comme client pour les entreprises et les collectivités pendant cette période de la Covid qui a fait une très très mauvaise année parce que les entreprises ne tournant pas, tous leurs contrats d'énergie n'étaient pas tenus et il n'y a pas eu de vente, et donc ils sont restés avec des stocks d'énergie très importants. Et on a eu, on l'a évoqué, des gagnants comme les pharma, comme énormément les GAFAM, et on a vu des chiffres en bourse de Google, Facebook, Zoom, complètement exploser pendant ces années parce que les entreprises ont dû s'adapter très vite, mettre en place des outils de télétravail, je n'ai pas parlé de Microsoft aussi, déployer des solutions et mettre en place des outils qu'ils n'avaient pas rapidement, ce qui a entraîné une forte croissance dans le digital. Merci Pascal pour ton retour. On a eu à côté de ça sur les médias énormément de changements dans les ads. Il y a eu plein de campagnes qui ont été arrêtées pendant les confinements. D'autres acteurs qui ont commencé à réinvestir, d'autres qui sont restés en retrait. Donc on a effectivement tout de suite, avec ce type de crise, un impact très fort sur l'ensemble des leviers parce que les entreprises sont impactées elles-mêmes très différemment. Et puis on a eu la sortie de la Covid. Et la sortie de la Covid, je l'évoquais tout à l'heure avec le télétravail, ça a changé les choses profondément. Et la sortie de Covid est une nouvelle crise après la crise. Tout n'est pas revenu directement à la normale. On a assisté, et vous vous en rappelez, ou vous avez eu des retours là-dessus, à des vraies pénuries de matières premières, et elles sont en train pour beaucoup de se résorber, même si certaines, et j'entendais encore ce matin à la radio qu'il y avait des pénuries de médicaments dans les pharmacies, au-delà des pénuries de moutarde, et que la guerre en Ukraine, on va en parler, elles aussi amènent énormément de pénuries. Mais on s'est retrouvé très vite dans des situations de pénurie qu'on n'avait pas connues depuis, là je vous parlais des 10 dernières années avec le digital, mais depuis 30-40 ans, les pénuries sont des choses qu'on ne connaît pas, et je suis d'accord avec Marjorie, elles sont toujours d'actualité. Ça fait des années qu'on n'est plus dans un mode pénurique. Ça fait des années que finalement le problème pour les entreprises, c'était de susciter de la demande, d'où un impact important sur le marketing, et un besoin de marketing et un besoin d'SEO pour gérer des clients face à une offre pléthorique. Mais là, on a un gros changement avec les pénuries, c'est que pour beaucoup d'entreprises, le problème, c'est l'offre, et c'est être en capacité de produire ce qui a été commandé par les clients. Et vous en parlez, c'est super dans le chat, dans la moutarde, dans l'essence, dans la logistique, dans l'automobile.
tous ces secteurs aujourd'hui ont plus de problèmes d'offres que des problèmes de demande. Et on va y revenir. J'ai parlé de pénurie de matières premières. Il y a aussi un vrai problème, et j'en parlais un tout petit peu avec le télétravail tout à l'heure, de pénurie de talent. Les DG avec qui je parle en ce moment sont tous préoccupés par la question des ressources humaines, à plusieurs niveaux. Au niveau de l'engagement, le télétravail, le fait d'être chez soi, le fait d'être en travail hybride, que tout le monde ne vienne pas au bureau tout le temps au même moment, c'est à la fois un super confort pour les équipes, et les équipes ne veulent pas revenir en arrière, et chez 1 minute 30, on est en full remote et on est très content d'être comme ça. Et en même temps, en termes de cohésion d'entreprise, de liens, de communauté, de sentiment d'appartenance, c'est un vrai problème parce que on perd comme ça plein d'informels, plein de relations entre collègues qui font aussi le sel et le ciment d'une entreprise et qui font qu'une entreprise partage des mêmes valeurs, que les collaborateurs se sentent unis et soudés aux autres collaborateurs. Et ça reste une vraie question que de savoir comment recréer ce lien dans un monde hybride. Ça reste une vraie préoccupation des dirigeants, et je discutais avec l'un d'entre eux récemment, qui me disait d'ailleurs, et c'est intéressant, que autant il n'arrivait pas à faire venir les collaborateurs au travail pour travailler, et qu'ils étaient bien chez eux, et qu'ils préféraient souvent travailler chez eux, mais qu'il arrivait à les faire revenir au bureau pour des anniversaires et des événements, pour rencontrer les autres collègues. Et je trouve que d'une certaine façon, ça nécessite et il a choisi de renforcer le budget animation pour faire plus d'événements, pour comme ça garder des moments de création de liens. Et on doit réinventer ces moments de création de liens dans l'entreprise et travailler vraiment sur l'expérience collaborateur pour que ce lien existe. En RH, l'autre sujet, c'est bien sûr aussi la pénurie de talent, donc les départs, le manque d'engagement, la difficulté à recruter. Tous ces éléments-là créent des environnements très particuliers pour les entreprises, et souvent, et en ce moment, nous, en tant qu'1 minute 30, on a plus de demandes en marketing RH pour faire venir les talents qu'en marketing client pour faire venir les clients. J'ai vu dans la salle une question qui était intéressante de Samuel, qui a été indiquée comme mettre la question dans l'onglet question. Quel impact sur le SEO marketing digital en cas de blackout électrique? C'est super intéressant. On va parler des blackouts tout à l'heure, donc je réserve cette question pour ce moment-là. Je suis d'accord avec Véronique, c'est mieux de revenir au boulot pour les bons moments, et pour ça, il faut en créer. Et je disais que chez 1 minute 30, on était en full remote, mais on crée des animations de façon régulière, différentes. Là, on a fait un terrarium au sein de l'équipe. Alors, chacun est reparti avec son terrarium, et on a appris à créer des terrariums. Martine, les métavers, une entreprise peut-elle aider à retrouver du lien? En tout cas, un certain nombre d'entreprises investissent sur ces technologies-là pour voir dans quelle mesure ça participe à recréer du lien. Quand c'est possible, le physique reste quand même vachement bien pour recréer du lien. Et les métavers peuvent être malgré tout une façon de remettre de l'informel. Et à ce titre-là, c'est intéressant. Souvent, érosion de salaire rectifiée de l'inflation alors que les dirigeants se sont versés de gros dividendes. Je vois de quoi tu parles en ce moment, Nicolas. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, en revanche. On continue. Et je l'évoquais un peu avec ces pénuries. On a différentes situations. Je vous parlais de fragmentation tout à l'heure suite à la Covid. Les pénuries induisent de nouvelles fragmentations et induisent d'autres fragmentations. Une entreprise qui a un carnet de commandes plein mais pas de produits, on peut dire que c'est un gagnant au sens de l'avant 2020. Ils ont de la demande, ils sont reconnus, donc ça c'est un gagnant, mais c'est aussi un perdant parce que quand on a du mal à produire, quand on n'arrive pas à livrer, on ne fait pas le chiffre d'affaires qu'on aurait pu faire.
faute de produits et faute d'offres, des disponibilités d'offres. Donc on a beaucoup de clients dans cette situation qui n'ont plus de problème de marketing, n'ont plus de problème de demande et vraiment ont des difficultés à produire, à livrer leurs clients, à livrer les commandes qui ont déjà eu lieu. Ce qui fait qu'il y a des vrais gagnants, et vous en parliez dans le chat tout à l'heure, c'est tous ceux qui font venir les produits. La logistique, les coûts ont explosé, leur rentabilité a explosé parce que les conteneurs étaient pleins, parce que avec tous les problèmes d'approvisionnement, de logistique, de chaîne logistique, etc., pendant quelques temps, je crois que ça se résorbe en partie, les prix ont été délirants et donc ont induit une rentabilité maximum pour ces entreprises. Et puis des perdants, et on en fait partie. Alors, je ne sais pas si vous êtes directement touché, mais nous, au sein d'une Minute 30, on l'a senti. Au sein de l'AACC, l'Association des agences conseils en communication, c'est un chiffre qui est partagé. Depuis mars, donc depuis en particulier la guerre en Ukraine, on a moins 60% de newbies. Ça, c'est un chiffre de l'AACC qui est partagé sur le fait que... effectivement, face à ce contexte d'incertitude, face à ce contexte de pénurie qui fait que les carnets de commandes sont pleins, mais pas nécessairement la capacité à produire, tous les acteurs qui participent à accélérer, à démocratiser, à pousser la demande, comme les agences marketing, comme les agences de communication, comme peut-être vos services, il y a moins de demandes et moins de nouveaux business. Et donc, on vit une crise en ce moment auquel on s'attendait peut-être pas, parce que après la Covid, on espérait une sortie du tunnel et finalement c'est une nouvelle crise pour les acteurs du marketing, de la communication et de l'acquisition. Je ne sais pas si vous le vivez, si vous le ressentez à votre niveau, mais n'hésitez pas en tout cas à le partager. Et puis, je l'évoquais maintenant, il y a la guerre en Ukraine, mais je vais répondre à une question. Est-ce que les freelances ne seraient pas de grands gagnants versus les agences? Moi, je pense qu'effectivement, le côté agile des freelances, le côté aussi parfois plus économique aussi des freelances, la montée en compétences aussi des entreprises qui ont des compétences de chefferie de projet en interne, qui ont une meilleure connaissance du digital, leur permet de travailler directement avec des freelances, ce qui effectivement va encore augmenter les difficultés des agences. Et c'est un vrai, à mon sens, au-delà du contextuel lié à la période, je pense que les agences doivent aussi se réinventer parce que on parlait de la fin de l'océan bleu du digital, ce qui rend les stratégies plus compliquées, plus concurrentielles, ça on l'a déjà évoqué. Ça a aussi induit plus de concurrence vis-à-vis des agences et aussi une forte montée en compétences des annonceurs, ce qui fait qu'ils ont potentiellement moins besoin d'agences qu'ils n'en avaient besoin il y a 10 ans quand ils découvraient le digital. Donc, et on en reparlera aussi tout à l'heure avec le repositionnement d'une minute 30 autour du revenu enablement qu'on a évoqué ou qu'on va évoquer. Donc, ça demande effectivement aux agences de proposer des services différents et peut-être des services qui ne sont pas directement de faire à la place des clients, mais aussi de les aider à faire mieux. Merci pour cette question et pour cette réaction. Et merci aussi Laure et Véronique pour votre retour et votre ressenti. Donc on a parlé déjà de la Covid, on a parlé de l'après-Covid et maintenant on a la guerre en Ukraine qui elle aussi a un impact énorme sur les entreprises et énorme sur nos activités de façon indirecte. Avec des perdants, encore une fois, c'est bien sûr les entreprises qui sont implantées en Russie, entre celles qui ont fermé, celles qui n'ont pas encore complètement décidé de fermer, mais qui vont fermer parce que les choses ne s'arrangent vraiment pas. Les bourses qui ont énormément chuté depuis ce début d'année, on est à 20-25%, ça a un peu remonté ces derniers jours, mais toutes les bourses mondiales ont considérablement chuté depuis le début de l'année. Cette fois-ci,
Les gagnants sont dans le secteur de l'énergie. Nicolas en parlait tout à l'heure en parlant des salaires des patrons, mais les prix de l'énergie ont considérablement augmenté avec la crise du gaz, avec le pétrole, etc. Ce qui fait que les géants de l'énergie qui ont perdu pendant la Covid sont en train de rattraper et de gagner énormément d'argent. N'y a-t-il pas eu des abus aussi des tarifs des agences? Les gens essayaient de faire mieux eux-mêmes. Je ne sais pas s'il y a eu des abus au niveau des tarifs, après, il faut que chacun vive, etc. Mais que les gens ont essayé de faire mieux eux-mêmes, c'est une certitude. Parce que la compétence a augmenté. Et à ce titre-là, quand on sait faire et que on essaye de faire soi-même plutôt que de faire appel à un tiers. Je reviens sur la présentation avec des gagnants comme l'énergie. Et avant d'attaquer la suite, encore une autre crise cet été, on a eu les incendies. On n'a pas parlé de la crise climatique. La crise climatique, la crise environnementale, elle ne date pas de l'année 2020. Ça fait 50 ans qu'on en parle depuis ma naissance, en fait, en 73, on a eu la première fois des montées d'alarme sur le sujet, et puis ça devient de plus en plus pressant, et ça devient une réalité dans notre quotidien. On l'a vécu cet été, avec plus loin de chez nous des inondations au Pakistan qui sont absolument dramatiques, qui induisent des mouvements de population majeurs. C'est pas le sujet immédiat, mais tout ça pour vous dire que on n'en a pas fini des crises. Excuse-moi d'être déprimant. Je vais essayer, Imen, de porter malgré tout un message d'espoir, parce que quand on est face à une situation, il faut la voir en face, il faut l'accepter. Et puis, il faut se reconfigurer, et je parlais d'agilité au début, se reconfigurer pour affronter cette situation et pour en faire quelque chose de positif, ou en faire quelque chose dans lequel on peut se réaliser en aidant, en accompagnant. Et c'est là-dessus que j'ai envie de vous amener, en se projetant sur 2023 et en se projetant sur les années qui viennent, et sur la bonne façon dans nos métiers, dans notre quotidien, d'aider nos clients, d'aider la société à se transformer, à s'adapter, à réagir, et peut-être un jour à sortir de cette période de crise. Du positif. Allez, on y va, on avance. Je crois que les prochaines slides ne sont pas encore complètement dans le positif, mais sur la fin, on y arrive. Donc, qu'est-ce qui nous attend pour 2023? De l'inflation, c'est sûr. On est en plein dedans. Des pénuries d'essence, c'est sûr. On est en plein dedans. Allez. Qu'est-ce qui nous attend aussi? De la récession. Alors, on n'y est pas encore complètement. On n'y est pas encore complètement parce que on a encore tous les matelas d'un pays qui est, et je le dirai jamais assez, même si on râle beaucoup, on est quand même énormément aidé. On a plutôt une situation qui est bien meilleure que nos voisins, que les Américains. J'étais beaucoup en contact avec les Américains pour SalesDeck, et eux, ils sont déjà en récession, eux, ils ont déjà coupé tous les budgets. Nous, on met du temps, on a encore eu des matelas, etc. Donc, la récession, elle n'est pas encore là. Il y a quand même, malgré tout, des chances ou des malchances qu'elle nous guette et qu'elle arrive en Europe. Donc, ouais, je continue sur les mauvaises nouvelles. Vous aviez parlé du blackout tout à l'heure. On a quand même des vrais risques de blackout. Et là-dessus,
nos choix, enfin nos choix de pas bien maintenir le nucléaire, de l'arrêter, les coupures de gaz, les attaques en ce moment de la Russie sur les centrales en Ukraine, bah, tout ça, ça renforce les risques de blackout. Il y avait une question tout à l'heure sur qu'est-ce qui se passe en SEO en cas de blackout. Malheureusement, ou en marketing digital, bah, je n'ai pas la réponse. Si ce n'est, et là, une petite note d'espoir, c'est que les blackouts ne vont pas être globaux. Ce qui est sûr, c'est que s'il y a des blackouts, ce sera temporaire pendant 2 heures par-ci, dans tel quartier, 2 heures dans tel autre quartier, etc. Donc, on va peut-être avoir une baisse de fréquentation sur les sites pour les quartiers qui seront en blackout ou les zones qui seront en blackout, mais ce ne sera pas l'ensemble du réseau. Et comme je le vois dans le chat, effectivement, il y a plus de chances que des blackouts seront... Enfin, il y a plus de risques pour l'hiver prochain que pour cet hiver. Et je pense que, et encore pour se donner une note d'espoir, que d'ici l'hiver prochain, on aura des solutions. Donc, si on est de plus en plus confiant pour cet hiver, bah, on n'aura peut-être pas, et j'espère pas de blackout, mais malgré tout, faut se dire que c'est une possibilité, encore une fois, qu'on n'a pas connue. C'est ça qui est assez fou, c'est que depuis 40, 50 ans, on était vraiment dans une époque où on n'a connu que des crises de la demande et pas des crises d'offres. Là, on a quand même ces risques sur l'offre qui sont majeurs. Alors, et on va essayer de remettre un peu d'espoir dans tout ça. Où est la lumière au bout du tunnel? On se pose la question. Avec la Covid, c'était, pour ceux qui ne sont pas anti-vax, c'était quand même relativement simple de voir de la lumière au bout du tunnel. Il s'agissait d'espérer l'arrivée du vaccin. On savait qu'on allait traiter la crise. Et finalement, qu'elle dure 1 an ou qu'elle dure 2 ans, on savait qu'on allait réussir à vacciner les gens et que ça deviendrait ce que ça aurait dû être. Enfin, que maintenant, en tout cas, on n'a plus peur de ce virus et on n'a plus peur de cette maladie. Sur la crise actuelle, sur la crise climatique, sur les crises de l'inflation, sur les pénuries, sur la guerre en Ukraine, la lumière au bout du tunnel est quand même beaucoup moins visible. Et de facto, tout ça, ça revient à mon sujet de départ, c'est que on ne peut plus avoir de recettes un peu miracles qui font que ça marche à tous les coups. L'inbound marketing, il y a 10 ans, ça marchait à tous les coups. Aujourd'hui, face à cette fragmentation des entreprises, ces situations si particulières d'une entreprise à l'autre, du digital à l'énergie, de l'industrie au commerce, font qu'on est obligé de travailler au cas par cas. Alors, je ne sais pas si c'est une note d'espoir en tant que telle, mais ça nous apporte un besoin d'être plus intelligent, plus à l'écoute, plus agile, je l'évoquais, ou plus adaptatif, pour être en capacité d'aider nos clients, d'accompagner l'économie avec une approche beaucoup plus, au cas par cas, une approche plus sensible, être moins dans cette dimension des recettes miracles. Et pour ça, nous, on a découvert chez 1 minute 30, il n'y a pas si longtemps, quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps. C'est le double diamant que je vous présente à l'écran, qui vient des méthodes du design thinking, de l'intelligence collective. C'est une démarche qui consiste à opérer plusieurs moments de divergence-convergence. Divergence, c'est les moments de brainstorming, d'ouverture, où on va avoir plein d'idées, faire du foisonnement, aller chercher plein d'idées, de réponses, de solutions. Et convergence, c'est se mettre d'accord sur ces idées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour traiter n'importe quel problème, ça se fait en 4 temps, et donc en 2 diamants. Un premier diamant lié à la découverte du problème. Et ce diamant-là, il est essentiel parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord sur le bon problème et sur la façon de l'exprimer.
Parce que si on n'est pas d'accord sur le problème, si on n'exprime pas de la même façon le problème, ben, on n'a pas les bonnes réponses. Donc, il y a un vrai sujet sur la découverte du problème qui permet après d'avoir un vrai sujet sur la résolution du problème. Et à chaque fois, il faut opérer cette divergence-convergence. Divergence pour se poser toutes les questions que chacun exprime sa perception du problème, que chacun donne son point de vue sur la nature du problème, etc., pour converger sur notre problème, ce qui nous bloque dans la croissance de notre entreprise, ben, c'est peut-être la pénurie de talent, ou c'est le manque d'engagement des collaborateurs dont j'ai parlé, ou c'est l'absence de bois ou de semi-conducteurs, ou c'est le manque de clients. Ben, voilà, on va chercher les problèmes et se mettre d'accord vraiment sur les problèmes et creuser suffisamment pour être sûr qu'on a identifié le bon problème. Et une fois qu'on a fait ça, ben, on est dans une logique de résolution du problème avec toutes les idées possibles. Et là, on retrouve aussi les mécaniques de brainstorming, de l'intelligence collective, toutes les idées possibles qui peuvent être là pour apporter une réponse au problème et après se mettre d'accord ensemble sur un plan d'action et converger et faire consensus sur la résolution de ce plan d'action. Et ça, c'est le double diamant de l'intelligence collective. Et je prends 2 secondes pour lire ce qu'a écrit Eddy. Je pense surtout que le web se structure de plus en plus. Et là où on pouvait faire un peu n'importe quoi, n'importe comment, on doit maintenant aller chercher de la stratégie et de la qualité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Eddy. C'est vraiment le propos de cette conférence. Et derrière stratégie, je pense beaucoup sur mesure. Parce que, comme on l'a vu, on a cette fragmentation des entreprises, des situations. On ne peut pas venir avec une recette toute faite. Il faut de la qualité, mais il faut aussi avoir la bonne recette. Je vous donne un exemple, et c'est ce qui m'a fait prendre de la distance avec l'inbound marketing il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et fait travailler sur nos méthodes d'intelligence collective. C'est que j'avais de plus en plus de gens qui voulaient faire de l'inbound marketing. L'inbound marketing était devenu très à la mode. Je vous le disais, un peu synonyme de web marketing. Mais j'avais surtout des gens qui voulaient faire de l'inbound marketing alors que ce n'était pas adapté à leur marché. Ça ne sert à rien de faire de l'inbound marketing quand sa cible client est extrêmement réduite. Si je suis une entreprise et que mon objectif, c'est de vendre uniquement au CAC 40 parce que mon produit ne marche que pour des très grosses entreprises avec plus de 10 000 employés ou n'est pertinent que pour ça, vouloir se faire trouver par ce CAC 40 en référencement naturel ou sur les réseaux sociaux, bah, ce n'est pas la bonne stratégie. La bonne stratégie, ça va être de prendre son téléphone, de faire de la prospection, de faire des stratégies qu'on va appeler ABM, Account-Based Marketing, où on va avoir des CAM, donc des commerciaux dédiés pour chacun des acteurs du CAC 40, qui vont connaître les gens à l'intérieur et faire une approche réellement sur mesure. De la même façon, faire de l'inbound marketing quand on est un produit de grande consommation dont la décision d'achat est plus intuitive, ben, ça ne va pas être nécessairement pertinent parce que l'inbound marketing va accompagner des processus de décision plutôt longs et plutôt finalement et sur des marchés assez diffus. Et comme ça, moi en 2018, je commençais à avoir des gens qui voulaient faire de l'inbound marketing, qui avaient déjà mis au point leur stratégie d'inbound marketing, qui me demandaient surtout à l'exécuter, alors que j'étais vraiment pas convaincu sur la pertinence de cette stratégie par rapport à leur marché. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bosser sur ces méthodes d'intelligence collective avec un premier livre qui s'appelle Acquisition Strategy Design, que vous voyez là et que je vais vous représenter tout à l'heure, qui permettait de venir travailler avec les clients sur la compréhension des parcours d'achat de leurs clients et d'adapter. Et après, une fois qu'on était d'accord sur le problème, sur le parcours d'achat, sur la manière dont leurs clients achètent, aller chercher des solutions pour faire progresser le client dans le parcours d'achat, que ce soit des solutions inbound ou outbound, digital ou offline, parce que si les clients prennent tous, par exemple, la sortie d'un métro, passent tous par un métro, ben, mettre des pubs dans ce métro-là, ça va être plus efficace que d'essayer de les cibler sur Facebook ou n'importe où. Donc, il s'agit vraiment d'être beaucoup plus systémique, de s'ouvrir les chakras pour trouver la bonne solution, pour répondre au cas par cas à chacune des situations. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit. Et ça aussi, je l'ai déjà évoqué. Ouais, sur cette approche du systémique, ce qui est vachement intéressant,
c'est la notion de goulot d'étranglement. Et sur la notion de chercher à traiter là où il y a des problèmes, là où ça coince. Et c'est pour ça qu'il y a cette représentation de l'autoroute à plusieurs voies qui se rétrécit. Là, sur une autoroute comme celle-là, il faut aller élargir la dernière voie où il n'y a plus qu'une voie. C'est celle-là qui fait freiner, qui bloque l'entreprise, qui bloque le parcours d'achat, qui bloque les choses. Ça ne sert à rien de vouloir rajouter une troisième voie là où il y en a deux. Il faut d'abord rajouter une deuxième voie là où il n'y en a qu'une seule. Cette vision adaptative, elle nécessite de bien identifier les goulots d'étranglement, d'aller les chercher. Typiquement, ça ne sert à rien d'avoir le meilleur des SEO du monde avec énormément de trafic si la conversion est mauvaise derrière. Si derrière les landing pages ne sont pas bonnes, si l'offre n'est pas bonne, on peut avoir énormément de trafic, mais ce trafic, on n'en fait rien, il ne génère pas de chiffre d'affaires. Donc, il faut aller à ce moment-là mettre ses efforts sur la conversion, sur la nature de l'offre, sur la landing page, etc. Donc, c'est cette approche-là qu'on a voulu développer avec Acquisition Strategy Design et qu'on porte aujourd'hui dans l'ensemble de nos méthodes d'intelligence collective. Et ça passe aussi, et ça c'est important, par une logique de casser les silos. Là, j'ai parlé de trafic d'un côté, de conversion. Ça peut être souvent dans les mêmes équipes, mais typiquement, si la conversion, elle se fait non pas avec des landing pages, comme je viens de l'évoquer, mais avec des commerciaux, il faut être capable de dire, tiens, le problème, il est vraiment chez les commerciaux en ce moment et pas au marketing, et avoir finalement un alignement meilleur entre le marketing et les ventes, mais ça peut être entre les ventes et le service ou à différents niveaux de l'entreprise pour que on soit d'accord sur les problèmes et qu'on cherche des solutions ensemble. Typiquement, ça peut être aussi pour le marketing de générer des meilleurs leads, de réduire un peu le nombre de leads parce qu'on en produit trop et pas de bonne qualité, pour aller chercher ceux qui sont de meilleure qualité. Pour rayonner en œuvre sera toujours la clé. Merci, Imen. Ça ressemble à du lean marketing, oui, d'une certaine façon. Et ça rejoint cette notion de casser les silos. Ça demande aussi d'avoir une vision de l'ensemble des process. Un client, c'est pas que quelqu'un qui achète, c'est aussi quelqu'un qui utilise et quelqu'un qui rachète. Donc, on ne peut pas avoir des méthodes qui cassent l'expérience client à l'achat, même si elles sont très performantes. Et ça peut être peut-être parfois un des défauts du gros hacking, parce que nos clients vont derrière ne pas être satisfaits, ne pas utiliser, ne pas racheter, faire une mauvaise réputation. Donc, il faut vraiment commencer à arrêter de vraiment bosser par métier, par silo technique, etc., et essayer d'avoir la vue d'ensemble la plus large possible. Et ça, pour un double objectif, avoir une meilleure expérience client et une meilleure expérience collaborateur, parce que on a beaucoup parlé de RH tout à l'heure, et on a fait un livre sur les RH qui s'appelle 3 méthodes pour marketing pour les RH, on va en reparler aussi. Mais il y a une vraie symétrie des attentions entre le client et le collaborateur. Si un collaborateur est malheureux dans son métier, n'est pas content, n'est pas engagé, il apportera une mauvaise expérience au client. Donc, on a vraiment comme ça un besoin d'avoir cette vue d'ensemble, de casser les process, de casser les silos, de mettre en place des process transverses, d'aller chercher les endroits où ça coince, plutôt que d'essayer de continuer à être avec des œillères. Et on en parlait juste à l'instant sur le fait d'accepter de voir que le monde n'est quand même pas si rose et qu'il est quand même très perturbé en ce moment. Il faut s'enlever ces œillères-là et appréhender les situations dans leur ensemble pour chercher des solutions. Et c'est vrai pour nous dans nos métiers, mais c'est vrai aussi au niveau global. Et c'est le principe du revenu enablement ou du lean management. Nous, on a choisi ce terme de revenu enablement que j'ai découvert aux États-Unis, comme j'avais découvert l'inbound marketing il y a 10 ans, qui, je trouve, est très intéressant par rapport à tout ce qu'on a dit, parce qu'il consiste à
ne plus travailler, comme je le disais tout à l'heure, pour faire à la place des clients, mais vraiment faire en sorte que les clients, que leurs équipes deviennent meilleures et qu'elles aient les moyens de proposer une meilleure expérience possible à leurs clients et de générer plus de revenus. Et ça, en les alignant, et en alignant les process, en mettant en place ces process transverses, en alignant les équipes sur un travail en commun, en les formant, et en les formant non pas juste à être meilleurs ou à des nouvelles techniques, mais à les former sur leur process. Aujourd'hui, la formation, c'est quelque chose de trop générique. On forme à des compétences, on forme à des soft skills aussi, mais de façon éthérée. Ce qui est d'autant plus important aujourd'hui, avec en plus le travail hybride, l'absence de communauté qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de s'assurer que les collaborateurs soient formés au message de l'entreprise, au process de l'entreprise, aux outils de l'entreprise. Il n'y a plus toujours cette proximité qui fait qu'on est autour de la même table ou dans les mêmes bureaux où on peut poser une question facilement pour savoir si on ne se trompe pas sur les messages, etc. Donc, il faut une formation très contextualisée sur l'entreprise. Et ça fait partie du revenu enablement. Et le dernier sujet, c'est de mettre en place les bons outils pour justement déployer les process et les formations donc aux outils. Si typiquement vous avez une conférence avec HubSpot tout à l'heure, c'est intéressant d'être formé à HubSpot, mais c'est encore plus intéressant de former vos collaborateurs à votre HubSpot, à la manière dont il a été configuré dans votre entreprise, à vos landing pages, à vos campagnes, à vos messages. Et c'est ça le revenu enablement, c'est rendre les collaborateurs plus performants par les bons process, les bons outils et les bonnes formations pour qu'elles soient capables de proposer la meilleure expérience client possible et générer plus de revenus. Je ne sais pas si je suis clair, mais j'insiste un peu là-dessus parce que ça me semble important. Et donc, je vous l'évoquais, on a depuis plus de 3 ans travaillé sur des méthodes d'intelligence collective qu'on applique et qui participent vraiment à cette vision transverse des process. Avec l'acquisition, on a le process et le parcours d'achat qui est décortiqué en intelligence collective pour pouvoir construire sa stratégie d'acquisition qui mixe inbound, outbound, digital et offline. On a Customer Experience Redesign qui décortique l'expérience client et tout le parcours client d'un client. On peut se rapprocher aussi là-dessus du gros marketing, mais qui va chercher après les irritants et les possibilités d'enchantement à chaque étape du parcours. Là, on est vraiment dans l'objectif de faire en sorte que l'expérience client soit meilleure tout au long du parcours client. On a Brand Strategy Design, qui sont aussi des méthodes d'intelligence collective pour travailler sur la marque, à savoir sa mission et de facto sa raison d'être, ses valeurs, son positionnement de marque, ses territoires de communication, et faire en sorte que tout le monde se mette d'accord sur les messages de la marque et les partage, et que la marque devient aujourd'hui hyper importante, encore plus importante qu'avant, parce qu'il est absolument nécessaire que tous les acteurs de l'entreprise, toutes les équipes portent le même message. On ne peut plus se permettre, ce qu'on avait encore il n'y a pas si longtemps, d'avoir une équipe marketing d'un côté qui avait un positionnement, des vendeurs qui présentaient l'entreprise encore différemment, et les gens qui, au service, rendaient un service qui était encore différent que ce que le marketing avait dit ou que les vendeurs avaient vendu. Il est absolument indispensable d'avoir des messages cohérents de marque qui soient portés à tous les niveaux. Martine qui nous dit qu'elle est d'accord avec moi sur la formation personnalisée. Ouais, tout à fait. Au plaisir d'en discuter d'ailleurs, Martine. Q2C, Céline, méthode pour construire ses process de vente. Je vous parlais de revenu enablement aux États-Unis. Il y a aussi un autre terme qui s'appelle le sales enablement. C'est comment je rends mes équipes commerciales plus performantes par des process, des méthodes de vente, de la formation et des outils. Il y a de plus en plus d'outils pour renforcer les équipes commerciales qui vont bien au-delà du CRM. Q2C Selling, c'est une méthode qui aide à co-construire avec son équipe commerciale ces méthodes de vente, et 3 méthodes marketing pour les RH dont j'ai déjà parlé, pour travailler sa marque employeur, sa stratégie de recrutement et aussi son expérience collaborateur. Et tout ça, ça nous a amené à construire, et c'est depuis cette rentrée, et c'est tout frais, et pour ceux qui le veulent, il va être tout chaud, et je vous l'enverrai par mail. Le Revenu Enablement Canvas, c'est un outil
qui va aider à faire le diagnostic pour chaque entreprise de ce qui bloque l'entreprise, quel est son frein. On disait que tout à l'heure, chaque entreprise était très fragmentée, que certaines pouvaient avoir des problèmes d'offres, d'autres qui pouvaient avoir des problèmes de demande. L'outil Revenu Enablement Canva, qui va étudier les sujets de l'acquisition, de l'expérience et de l'innovation, va vous permettre d'identifier avec vos clients là où ça coince. C'est un outil à utiliser avec eux ou c'est un outil à utiliser soi-même pour identifier les différents goulots d'étranglement. Oui, d'une certaine. Enfin, est-ce que c'est un SWOT? C'est la même mécanique que le SWOT, Jean. On se pose les questions de quels sont nos points de blocage. Donc, on s'interroge soi-même. On est moins dans la dimension opportunité-menace. Donc, par rapport à l'extérieur, on est plus sur les points de blocage internes. Et effectivement, c'est plus comme un business model Canva pour une entreprise qui est déjà en activité. Le business model Canva, ça va être très utile au moment de créer son entreprise, de créer son business model et de s'interroger sur ce qui fait que ça va marcher ou pas et de comment je me différencie par rapport aux autres. Là, avec le Revenu Enablement Canva, je cherche là où ça ne marche pas. Est-ce que c'est ma génération de leads qui ne marche pas? Est-ce que c'est ma conversion qui ne marche pas? Est-ce que c'est ma distribution qui ne marche pas? Ou est-ce que c'est mon offre qui n'est pas assez différenciée, ma marque? Est-ce que j'ai un problème au niveau des ressources humaines, de mon modèle? Enfin, là-dessus, d'ailleurs, c'est plus on l'a fait évoluer, c'est de mes sources de data. Et où après, c'est dans mon expérience sur l'onboarding, sur la satisfaction, sur la rétention. Donc ça, c'est le Canva. Et au-delà de cette première page où il y a une petite erreur qu'on a corrigée depuis, au-delà de cette première page, on a une douzaine de pages pour expliquer chacune des cases et comment se poser les bonnes questions par rapport à chacun des points de blocage. Donc ça, je vous l'ai dit, 10 goulots d'étranglement. Derrière innovation, ça c'est une question qui revient, c'est tous les fondamentaux d'une entreprise, l'offre, la marque, les ressources humaines, la data ou les modèles économiques. C'est tous les fondamentaux de la marque, mais qui deviennent des points de blocage s'il n'y a pas d'innovation. Et c'est pour ça qu'on parle d'innovation, c'est que, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui, chez 1 minute 30, je vous parlais de ce repositionnement sur le revenu enablement, sur le fait d'avoir quitté depuis quelques années l'inbound marketing qui marchait moins bien ou qui était un peu devenu un océan rouge. Nous, notre nouvel océan bleu, c'est le revenu enablement, et c'est une innovation en termes d'offres pour 1 minute 30, c'est de repositionner notre discours par rapport au contexte changeant qu'on a évoqué tout à l'heure pour les agences, le fait d'avoir moins 60% de nouveaux business depuis mars, le fait d'avoir des clients qui savent faire par eux-mêmes, qui font plus appel à des freelances, etc., on se repositionne sur ce métier du revenu enablement, donc de rendre les collaborateurs meilleurs et de ne pas se faire à leur place et de leur permettre de se former, d'avoir des bons process et d'avoir les bons outils pour améliorer l'expérience client. Donc voilà, dans chaque Canva, vous allez le voir si vous téléchargez le document, on va étudier chacune des cases sur des questions de situation, une identification des points de blocage et une mesure d'impact de ces points de blocage. Petit aparté, je ne sais pas si vous connaissez la méthode SPICED de Winning by Design, SPISCED, qui est une méthode pour faire sa découverte, donc c'est une méthode commerciale. On a repris cette dimension-là, donc Situation, Pain, Impact. On ne peut vendre à quelqu'un quelque chose que si on a bien compris ses enjeux, ses problèmes, l'impact de ces problèmes, et que l'impact est suffisamment fort pour qu'il ait envie de changer, donc qui est un critical event qui amène à la décision. Donc c'est le SPICE, Situation, Pain, Impact, Critical Event, Decision. Alors, on arrive à la fin de cette conférence. Je crois que je suis dans les temps, Arnaud. 4 slides pour rappeler ce qu'il faut retenir. Alors, la première chose, c'est que les crises ne sont pas finies. Alors, je sais que c'est un peu flippant. On l'a vu tout à l'heure. On ne voit pas nécessairement la fin du tunnel, mais ça nous invite à être agiles,
et à être dans cette dynamique d'être en recherche permanente de l'identification des problèmes et d'être en recherche permanente de solutions. Pour ça, l'intelligence collective, ce double diamant, divergence-convergence, divergence-convergence, autour de la découverte du problème, et j'espère que vous l'avez bien compris, ce double diamant, parce que je le trouve absolument génial, dans sa simplicité, va être indispensable pour s'adapter en permanence aux crises qu'on va vivre dans les années qui viennent. Et le double diamant, l'intelligence collective sont des bons outils. Le Revenu Enablement Canva, il est disponible. J'ai vu que Raphaël a mis le lien directement. Vous pouvez le télécharger sur notre site. Vous pouvez aussi me le demander par mail à gds@1minute30.com ou sur mon LinkedIn, Gabriel Dabi-Schwebel. Il vous permet d'animer vos Covid ou vous-même d'aller chercher, d'identifier les problèmes dans votre organisation. Et vraiment, je vous invite à faire un travail et d'arrêter avec un peu des recettes miracles, un peu des identifications toutes faites. Prenez le temps d'analyser votre environnement, d'analyser votre entreprise pour faire du cas par cas. Moi, c'est vraiment le message principal, c'est le temps où tout marchait bien tout seul est terminé. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, sur Amazon ou dans n'importe quelle librairie ou sur notre site, vous avez nos livres et nos méthodes sur les différents sujets qu'on a évoqués. Et vous avez à chaque fois aussi sur notre site des extraits, des canevas à utiliser, même sans acheter le livre, si vous le souhaitez, pour découvrir ces méthodes et découvrir ces outils d'intelligence collective qui sont adaptés à ces différents sujets, l'acquisition de clients, l'expérience, la marque, les process de vente et le marketing RH. On a déjà pas mal répondu à vos questions, mais n'hésitez pas à en poser d'autres. Les livres sont en français, ouais, les titres sont beaucoup en anglais, parce qu'on a envie de les traduire et d'en faire des recettes internationales, enfin des méthodes internationales et pas des recettes, mais les livres sont en français. Merci Gabriel. Un début un petit peu déprimant, mais c'est important d'en tirer des leçons. Moi, j'aimerais reprendre 2-3 sujets que tu as dit, surtout sur la première partie. Oui, c'est déprimant, mais il y a des belles choses qui sont faites. Il y a eu le Covid, toutes les boîtes se sont mises au télétravail. Il y a eu un changement des mentalités qui se sont faites chez les employeurs pour bénéficier les salariés. Oui, il y a une fuite de talent, mais la fuite de talent, elle est pourquoi? Parce que les gens se posent des questions. Oui, il y a une bulle économique, une bulle start-up technologique qui a des problèmes aux États-Unis, mais ça a permis de faire quoi? D'énormément d'entreprises, notamment en France, qui se sont reposées la question ils étaient dans une stratégie de burner du cash, et là, ils se restructurent pour chercher de la rentabilité. Donc, dans toutes les crises, de manière naturelle, l'humain trouve des solutions. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Et je pense aussi de savoir fondamentalement comment on est agile, comment on est résilient face à cette crise. C'est la nature de l'humain aussi, qui doit être la nature de chaque boîte. Donc, je pense que c'est très intéressant, notamment, comme tu disais, Gabriel, en se posant vraiment la question au cas par cas de qu'est-ce qui fonctionne pour nous, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais merci, Gabriel. Et oui, et je pense que le message d'espoir, c'est que avec les crises, on a plein d'occasions d'aider les autres, de les aider à comprendre, de les accompagner, et que finalement, ce qui fait le sel de la vie, c'est l'amour, c'est l'entraide. Et ben, on va avoir plein d'occasions de s'entraider et d'aimer, de recevoir. Là où finalement, la santé économique, le côté un peu peut-être trop simple des dernières années où on ne voyait pas les problèmes, etc., nous amenait à être de plus en plus égoïstes et solitaires. Là, on aura quand même l'occasion de s'aider et de faire communauté pour traiter ces différentes crises. En tout cas, c'est ce que je souhaite. On a déjà dépassé le temps, Gabriel. La prochaine conférence est dans 10 minutes. Ce sera aussi une histoire d'entraide. L'entraide de SMJ avec Michel et West France qui vont vous partager comment ils ont fait en un an pour développer une nouvelle stratégie de domaine et de sous-domaine en SEO. Et ça va être très axé sur tous les apprentissages qu'ils ont échangés entre eux. Donc franchement, n'hésitez pas. West France est un mastodonte.
Il y a plein d'apprentissages à avoir. Bien sûr, si vous voulez aller télécharger le revenu Enablement Canva, allez sur le site d'1 minute 30 si vous voulez lire les livres de 1 minute 30, ils sont dessus. Et si vous voulez optimiser vos contenus, n'oubliez pas que pour le SEO Square, vous avez une offre spéciale avec SAMJ sur la plateforme et sur l'extension Chrome. En tout cas, je te remercie Gabriel et surtout de finir sur une note positive, c'est important. Et merci à vous, j'ai vu beaucoup d'entrain dans le chat, donc franchement, c'est cool. Merci beaucoup. Gabriel. Merci. À ce soir. Merci, ouais, à ce soir.